Le 7 septembre 1940, un avion de reconnaissance de la Luftwaffe survola le sud de l'Angleterre à 25 000 pieds d'altitude. Sa caméra Zeiss cliquetait méthodiquement tout au long de la mission. Le pilote vira au-dessus de Cambridge, photographiant ce que ses notes de mission identifiaient comme la base de la RAF Bassingbourn, un centre d'entraînement pour bombardiers ouvert à peine 2 ans plus tôt. Pourtant, lorsque les clichés parvinrent à l'unité d'interprétation photographique de Zosen, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Berlin, les analystes froncèrent les sourcils devant leur stéréoscope. L'immense aérodrome, construit par John Laing & Son entre 1937 et 1939, doté de 4 hangars de type C et d'installations étendues, semblait retourner à l'agriculture. Des lignes peintes imitant des haies sinuaient sur le béton entre les pistes. Des parcelles rectangulaires révélèrent la texture incontestable de cultures en croissance. Le site fut déclassé dans le dossier des cibles. Pourquoi gaspiller des bombes sur un aérodrome apparemment à peine opérationnel? Ce n'était pourtant pas une ferme abandonnée. La RAF Bassingbourn figurait parmi les bases d'instruction les plus actives du Royaume-Uni, abritant 54 bombardiers Wellington et des milliers de membres du personnel. Ce que les Allemands observaient depuis 6000 d'altitude était le fruit d'une tromperie savamment calculée, destinée à devenir une pratique standard à travers la Grande-Bretagne, camoufler délibérément les aérodromes militaires pour qu'ils ressemblent au paysage rural qu'ils avaient remplacé. Les bandes de verdure entre les surfaces en béton n'étaient pas des signes de négligence, elles relevaient d'une stratégie, et le génie particulier ne résidait pas seulement dans la peinture de fausses haies sur les pistes, il s'agissait de faire pousser de véritables cultures entre elles. La doctrine militaire classique de 40 mettait l'accent sur des aérodromes fortifiés et bien visibles. Celle de la Luftwaffe exigeait des installations clairement marquées, avec des hangars proéminents de larges aires de béton et une disposition régulière. Les théoriciens américains partageaient cette idée. Un aérodrome devait avant tout être fonctionnel, le camouflage n'étant qu'une considération secondaire. Les critiques affirmaient qu'il était futile de vouloir dissimuler une structure aussi vaste, couvrant souvent de 400 à 600 d'acres. Les pistes en béton laissaient des cicatrices géométriques visibles depuis 30 000 pieds. Raydon Sudbury, ouvert en 1944, possédait 3 pistes en béton, s'entrecroisant sur 1825 mètres 50, aires de stationnement et 2 hangars T2E. Comment cacher une infrastructure d'une telle ampleur? Mais les Britanniques comprirent en ce que leurs adversaires négligèrent. Les interprètes photos de la Luftwaffe n'étaient pas infaillibles. C'étaient de jeunes hommes pressés par le temps, analysant chaque jour des centaines d'images à la recherche de caractéristiques précises. Un rapport du ministère de l'Air de 1935 avait souligné qu'une politique de dissimulation n'avait pas besoin de rendre un aérodrome invisible. Il suffisait de retarder sa reconnaissance assez longtemps pour empêcher une attaque précise. En pratique, il s'agissait de tromper l'œil mécanique pendant 30 secondes à l'approche d'un bombardier, 30 secondes qui pouvaient faire la différence entre un impact direct et un raid dispersé. La politique de camouflage formalisée en 1938 reposait sur une idée agricole simple. Une grande partie de la campagne britannique demeurait un patchwork de champs irréguliers séparés par d'antiques haies. Une photographie de reconnaissance allemande de 1939 montrait exactement ce que les analystes s'attendèrent à voir de petites parcelles rectangulaires, aux tons variés, selon les cultures délimitées par des bordures sombres. Les champs couvraient rarement plus de 100 acres.
La plupart des fermes possédaient moins de 10 vaches. Le paysage formait une mosaïque de prairies de labour et de cultures en croissance. Un aérodrome qui imitait ce motif même grossièrement pouvait se fondre, étonnamment bien vu du ciel. La mise en œuvre technique allait bien au-delà de simples lignes peintes sur l'herbe. À la RAF Stratton, ouverte en 1940, les camoufleurs créèrent une voie factice, serpentante en diagonale sur les pistes asphaltées. Des limites imitant des haies furent peintes directement sur l'herbe en lignes noires irrégulières. Certaines parties des pistes reçurent des taches sombres irrégulières pour simuler des bosquets, à la RAF Yeadon. Aujourd'hui l'aéroport de Leeds-Bradford. Photographié le 27 juillet 1940, de fausses haies furent peintes à travers la piste pour en briser la régularité géométrique. Mais la véritable percée ne fut pas la peinture, elle fut biologique. Lorsque la RAF Bassingbourn acheva la construction de ses pistes en béton, durant l'hiver 1941-1942, 3 bandes, totalisant près de 11 000 pieds, le ministère de l'Air ordonna que les zones entre les pistes soient mais camouflées, non par des peintures, mais par de véritables cultures agricoles. Cela signifiait une culture délibérée, les bandes herbeuses entre les surfaces de béton larges de 50 à 150 yards furent préparées, semées et entretenues comme des terres agricoles fonctionnelles. Sur certaines bases, on cultivait du blé, sur d'autres du foin ou de l'herbe courte pour le séchage. Cette variété renforçait encore l'illusion. Un analyste de la Luftwaffe, voyant la diversité des couleurs de culture, percevait l'irrégularité naturelle de l'agriculture britannique plutôt qu'un vert uniforme suspect. Les défis pratiques étaient considérables. Faire pousser des cultures sur une base militaire active exigeait de coordonner les calendriers agricoles et les opérations de vol. Les règles de sécurité imposaient que l'herbe près des pistes ne dépasse pas 10 cm. Une végétation plus haute pouvait gêner un atterrissage d'urgence. Mais dans les vastes espaces entre les pistes là où la nécessité opérationnelle ne s'y opposait pas, les cultures ne pouvaient croître librement. Un débat parlementaire de 1954 sur la production agricole des aérodromes révéla la complexité du système sur 176 000 acres de terre, relevant de la RAF environ 93 000, étaient jugés exploitables pour l'agriculture, dont 41 500 acres ouverts à une exploitation sans restriction. 26 000 acres étaient adaptés à la culture d'herbe et 23 000 acres supplémentaires à des opérations de séchage de fourrage. Le député de Tonbridge demanda si les cultures céréalières, qui dépassent 2 pieds de haut, pouvaient représenter un danger pour la sécurité. Le sous-secrétaire confirma que le blé et l'orge étaient interdits à proximité immédiate des pistes, mais reconnut que dans les zones non opérationnelles, même des cultures hautes pouvaient être autorisées. L'économie de guerre rendait cet usage double indispensable. Avant le conflit, la Grande-Bretagne importait 70% de sa nourriture, dont 90% de ses céréales et de ses graisses. Les attaques sous-marines allemandes menaçaient le pays de famine. La campagne gouvernementale du Plow-up visait à convertir des millions d'acres de prairies en champs cultivés notamment pour le blé et les pommes de terre. Un seul acre de blé économisait autant d'espace de transport maritime que 7 acres des meilleures prairies d'Angleterre. Entre 1939 et 1941, plus de 4 millions d'acres furent mis en culture. Les terrains d'aérodromes participèrent à cet effort national. La tromperie fonctionnait parce qu'elle exploitait la reconnaissance des formes propres à l'œil humain. Les interprètes photos de la Luftwaffe étaient formés à repérer des signatures précises, la régularité géométrique des pistes en béton,
la forme caractéristique des hangars, les schémas circulaires, des aires de dispersion, les lignes droites, des voies périphériques. Une photographie de reconnaissance de la RAF South CERN de 1940 illustre bien la méthode allemande. L'aérodrome de Flugplatz est encerclé en rouge avec des annotations numérotées, identifiant les aires de stationnement, 4 hangars, les blocs de logement, la tour de contrôle, les casernes et les mâts radio. La légende indique les zones d'envol et d'atterrissage situées dans la section circulaire inférieure de la cible étaient camouflées par des limites de champ peintes à 25 000 pieds, altitude standard de reconnaissance. Ces limites peintes étaient perçues comme de véritables haies. Les stéréoscopes utilisés par les analystes fournissaient une perspective en 3 dimensions, ce qui permettait parfois de surmonter les effets de camouflage, mais ils ne pouvaient distinguer les lignes peintes de la végétation réelle à très haute altitude. Plus importante encore, les cultures variées entre les pistes présentaient exactement les variations tonales attendues d'un paysage agricole. Un champ de blé apparaissait d'un or pâle, l'orge jeune d'un vert plus foncé, la terre fraîchement retournée d'un brun profond et les prairies d'un vert gris moyen. Ce mélange créait la complexité visuelle propre aux terres cultivées. Le camouflage de la RAF Bassingbourn fut testé à maintes reprises. La base fut attaquée le 28 mai 1940 par un raider allemand isolé qui largua 10 bombes. De mars à août 1941, en tant qu'unité d'entraînement opérationnel, la plus orientale pour bombardier, elle subit des attaques régulières. Le 13 août 1941, un appareil allemand lâcha 4 bombes. L'une toucha un bloc de caserne et tua 10 personnes. Mais il s'agissait de raids de petite ampleur, sans commune mesure, avec les bombardements soutenus que subissaient les grandes cibles stratégiques. Les dossiers de la Luftwaffe montrent pourquoi Bassingbourn était identifié, mais jamais prioritaire. Le camouflage ne la rendait pas invisible, mais la faisait paraître moins importante sur le plan opérationnel qu'elle ne l'était réellement. La RAF Thamesford offre un exemple encore plus spectaculaire. Construite à Gibraltar Farm, près de Sandy, dans le Bedfordshire, le site avait d'abord été jugé inadapté à l'aviation à cause des brouillards fréquents et du sol détrempé. Les planificateurs britanniques virent pourtant dans ses faiblesses même un atout de camouflage. La reconnaissance allemande tirerait sans doute la même conclusion sur son inutilité. Pour renforcer cette impression, des lignes furent peintes à travers les pistes pour imiter les haies vues du ciel, et les hangars furent déguisés en bâtiments de ferme délabrés. Thamesford devint la base du 138th Special Duties Squadron, chargé des opérations de parachutage en soutien au SOE, au CS, au Mi-9 et au réseau de résistance à travers l'Europe occupée. C'était l'une des installations les plus sensibles de la Grande-Bretagne, et pourtant elle conserva l'apparence d'une ferme marginale tout au long de son existence opérationnelle. Le camouflage n'était pas parfait, et les autorités britanniques le savaient. Sur des sites comme la RAF Culteralo, désignée base de chasse, en raison de sa proximité avec la côte, la station subit de nombreuses attaques ennemies. Au début de la guerre, les bâtiments furent peints en couleur de camouflage. Des traces sont encore visibles aujourd'hui sur le mess des officiers et les blocs de caserne, mais la régularité géométrique d'une base active ne pouvait être entièrement dissimulée. Dès 1941, la section de reconnaissance de la Luftwaffe entra en déclin. Le matériel se faisait rare, et les équipages de bombardiers se plaignaient de la mauvaise qualité des tirages photographiques. Même dégradés, ces renseignements restaient suffisants pour identifier les grandes infrastructures. Ce que les Britanniques réussirent n'était pas l'invisibilité, mais la confusion.
Une photographie de 1940, capturée par la résistance belge, démontre cette efficacité. Les analystes pouvaient déterminer qu'un aérodrome existait, mais établir son statut opérationnel, sa disposition exacte et son importance demandaient d'autres missions et plus de temps d'analyse. Et ce temps coûtait des opportunités à la Luftwaffe. Un renseignement parvenu 3 jours trop tard pouvait décrire un aérodrome déjà transformé. Les installations camouflées forcèrent les planificateurs allemands à employer leurs ressources de reconnaissance de manière moins efficace, photographiant des sites qui se révélèrent n'être que des leurres ou des bases secondaires. L'élément agricole renforçait cette confusion précisément parce qu'il était authentique. Des aérodromes factices, construits sur des sites comme la RAF Roton, près de Swindon, pouvaient imiter l'apparence d'installations réelles. Mais entretenir cette illusion demandait une attention constante. La peinture se dégradait, les structures en toile s'abîmaient. À l'inverse, un champ de blé photographié en mai 1941 montrait des motifs de croissance authentiques. Repris en photo en juillet, il révélait la progression naturelle vers la couleur de la récolte. Cette cohérence temporelle des cultures, se comportant exactement comme des cultures devraient le faire, renforçait l'impression que ces lieux étaient de véritables fermes et non des installations militaires. Ce n'était pas un hasard. Les commandants britanniques ne s'accrochaient pas à des pratiques agricoles dépassées. Ils comprenaient que les champs de bataille ne sont jamais des terrains d'expérimentation stériles. Les interprètes photos de la Luftwaffe, hautement formés, analysaient des milliers d'images sous pression, cherchant des menaces immédiates. Un aérodrome qui exigeait un examen attentif pour confirmer sa nature, ou qui ne présentait pas d'emblée les signatures visuelles attendues, avait toutes les chances d'être ignoré au profit de cibles plus évidentes. Le camouflage ne reposait pas sur la perfection, mais sur l'introduction du doute. Le principe fondamental était la reconnaissance que l'infrastructure militaire existe dans le paysage et non hors de lui. La Luftwaffe s'attendait à ce que les aérodromes britanniques ressemblent aux leurs industriels ordonnés, manifestement militaires. À la place, elle découvrait des installations qui conservaient l'aspect visuel de la campagne environnante. Ce n'était pas qu'une question d'esthétique, mais une stratégie de déni d'information. Chaque heure qu'un interprète photo passait à confirmer qu'un site, apparemment agricole, était en réalité une base active, était une heure perdue à ne pas analyser des menaces plus urgentes ailleurs. Les forces américaines arrivant sur ces bases à partir de 1942 furent d'abord sceptiques. Le 91e groupe de bombardement, équipé de forteresses volantes B-17, s'installa à la RAF Bassingbourn le 14 octobre 1942. Venant de bases américaines, où les aérodromes étaient purement fonctionnels et non dissimulés, les équipages trouvèrent l'accent britannique sur le camouflage presque pittoresque. Mais au fil des opérations, la sagesse de cette approche devint évidente. La reconnaissance allemande restait constante, et un ciblage précis nécessitait des renseignements actualisés. Les installations qui paraissaient agricoles depuis les airs, même si leurs pistes figuraient dans les dossiers de cibles allemands, recevaient une priorité moindre que les sites clairement militaires. Après la guerre, des débats parlementaires, en 1954, révélèrent l'ampleur de cette intégration agricole sur les 176 000 acres de terre de la RAF. Plus de la moitié avaient été rendus disponibles à l'agriculture pendant le conflit. Le sous-secrétaire à l'air confirma que si le labour avait été interdit dans les périmètres d'aérodromes avant-guerre, des modifications aux consignes de vol avaient réduit la largeur des marges de sécurité herbeuses autour des pistes, libérant ainsi davantage de terrain pour la culture.
Les opérations de séchage d'herbe nécessitant une végétation courte et jeune, exactement comme le préféraient les aérodromes, devinrent l'activité double idéale, camouflage et production alimentaire. Les cultures elles-mêmes devinrent des atouts économiques. Un député suggéra que le séchage de l'herbe-activité, nécessitant des machines coûteuses et des baux à long terme, soit encouragé sur les terrains de la RAF afin d'accroître la production alimentaire, tout en maintenant le camouflage. Cette pratique se poursuivit bien après la guerre. Les stations aériennes placées en entretien et garde voyaient souvent leurs espaces interpistes, cultivés à la fois pour dissimuler et pour rentabiliser la terre. Des sites comme la RAF Mount Farm, rendus par les Américains en mai 1945, furent maintenus inactifs, mais conservèrent leur apparence agricole jusqu'à leur véritable reconversion à partir de 1949. L'aérodrome fut vendu à l'agriculture en 1957 et une partie rachetée pour l'extraction de gravier en 1961. La transition de base militaire à ferme authentique fut sans heurte précisément parce que la tromperie visuelle avait toujours inclus une agriculture réelle. Les théoriciens militaires, qui qualifiaient le camouflage des aérodromes de futile, commettaient plusieurs erreurs. D'abord, ils supposèrent une intelligence parfaite. En réalité même, le programme méticuleux de reconnaissance de la Luftwaffe, qui photographia chaque partie du Royaume-Uni d'Orne à Cornouailles entre 1935 et 1941, ne pouvait maintenir des données actualisées sur toutes les installations. Des priorités devaient être fixées et le camouflage influençait ces choix. Deuxièmement, les critiques considéraient le camouflage comme binaire, soit parfait, soit inutile. Mais la tromperie opérationnelle fonctionne par degrés. Un aérodrome perçu comme 60%, aussi menaçant qu'il ne l'est, en réalité recevra une attention proportionnellement moindre. Les ressources réaffectées ailleurs créent des lacunes dans la couverture, et ces lacunes deviennent des opportunités opérationnelles. Troisièmement, il sous-estimait la charge cognitive pesant sur les interprètes photos. Dès 1941, les unités de reconnaissance de la Luftwaffe étaient surmenées. La qualité des tirages se dégradait et les équipages de bombardiers se plaignaient des renseignements reçus. Dans ce contexte, tout camouflage provoquant un retard d'analyse ou nécessitant des missions de confirmation avait un impact disproportionné. L'usine d'avions. De Havilland à Hatfield en donna la preuve des illusionnistes, en retirèrent une partie du toit et installèrent des générateurs de fumée. Un avion de reconnaissance allemand photographia le site et les analystes le déclassèrent, croyant à tort qu'il avait déjà subi de lourds dégâts. La tromperie n'était pas parfaite, elle n'aurait pas résisté à une inspection au sol, mais elle fonctionna depuis les airs, dans des conditions réelles. Pour le personnel de la RAF stationné sur ces bases camouflées, les éléments agricoles faisaient simplement partie du quotidien. À la Royal Air Force Bassingbourn, les équipes au sol entretenaient les bombardiers Wellington entre des champs de blé. À Thamesford, les agents se préparant à des parachutages clandestins vers la France, occupés passaient devant des hangars peints pour ressembler à des bâtiments de ferme. La juxtaposition entre l'intensité militaire et la normalité rurale surprenait les nouveaux arrivants, mais elle devint vite ordinaire. Les personnels américains, surtout, ceux arrivés en 1943-1944 pour les préparatifs du débarquement, furent frappés par ce contraste. Un pilote de BD-A7, basé dans une station camouflée d'East Anglia, évoqua cette expérience surréaliste des pistes en béton, peintes de fausses haies, des dispersions opérationnelles voisines de champs de culture véritables et le bourdonnement constant des machines agricoles se mêlant au rugissement des moteurs d'avions.
les bombardiers Lancaster, fleurons du bombardement stratégique britannique, et exigeant des pistes plus longues que leurs prédécesseurs opéraient eux aussi depuis des installations qui, vues du ciel, ressemblaient encore à un patchwork de terres agricoles. Les bandes herbeuses elles-mêmes exigeaient un entretien constant de la part des escadrons de construction d'aérodromes. À la RAF Elgin, en Écosse, ouverte en juin 1940, comme base satellite de la RAF Lossiemous, les problèmes de drainage causés par des opérations de vol intensives nécessitèrent en 1944 l'installation complète d'un système de barres et de tiges. L'équilibre entre les besoins opérationnels et l'apparence agricole demandait un travail continu. Pourtant, cet entretien, même maintenir l'herbe tondue, assurer le drainage, faire tourner les zones les plus sollicitées, renforcer l'impression agricole sur les photographies aériennes. Les fermes actives montrent des signes d'entretien et de soins. Ces aérodromes camouflés aussi. Ce qui rendait ce système efficace n'était pas une caractéristique isolée, mais l'intégration systématique de la tromperie dans la conception des aérodromes à partir de 1938. La peinture seule pouvait être repérée, les cultures seules pouvaient être remplacées par des pistes, mais peinture et culture combinées, associées à un plan irrégulier, à des installations dispersées à des bâtiments camouflés, et à la tendance naturelle du paysage britannique à se diviser en champs irréguliers, créant une complexité visuelle que même les meilleurs interprètes photos avaient du mal à évaluer rapidement. La Luftwaffe s'attendait à ce que les aérodromes se signalent d'eux-mêmes. La RAF construisit des aérodromes qui chuchotaient. Ce n'était pas une prouesse technologique, les matériaux se limitaient à de la peinture, des cultures et de la toile, mais une sophistication conceptuelle, comprendre que le camouflage ne consiste pas à rendre invisible, mais à contrôler ce que l'ennemi voit, et quand il le voit. Considérons l'arithmétique si le camouflage retardait l'identification de la RAF Bassingbourn, ne serait-ce que de 3 missions de reconnaissance, nécessitant que la Luftwaffe la photographie en mai, puis en juin, pour confirmation, et à nouveau en juillet, pour établir son état actuel. Cela consommait du carburant, des heures d'équipage et du temps d'analyse. Un Dornier-d'eau 17P, effectuant un vol aller-retour entre la France occupée et Cambridge, représentait une dépense de ressources concrètes. Multipliez cela par des dizaines de bases camouflées, et la charge cumulative sur le renseignement devenait considérable. Plus important encore, des renseignements retardés ou incertains signifiaient que les bombardements étaient planifiés sur des informations obsolètes. Une station photographiée en avril pouvait présenter des schémas de dispersion, un nombre d'appareils ou un statut opérationnel différent. En juin, les assaillants, découvrant une réalité non conforme à leur dossier, subissaient un désalignement critique. Ce n'était pas de la théorie, le personnel de la RAF à Bassingbourn à Elgin, et sur des dizaines d'autres bases, vécu des bombardements imprécis, mal chronométrés ou étonnamment légers au regard de leur importance stratégique. Le camouflage ne stoppait pas les attaques, mais il en réduisait l'efficacité. En 1943, quand la supériorité aérienne alliée fut assurée sur l'Europe, nombre de précautions furent levées. Le besoin de tromperie s'amenuisa à mesure que la capacité de reconnaissance de la Luftwaffe s'effondrait. Mais l'infrastructure demeura. Les photographies aériennes d'après-guerre montrent les traces fantomatiques et peintes s'effaçant sur le béton, bandes interpistes, redevenus champs authentiques, ce paysage hybride étrange où la nécessité militaire avait brièvement cohabité avec le déguisement rural. Les archives de la Luftwaffe, déclassifiées en 1974,
confirment le succès de cette stratégie. Les dossiers de cible montrent des aérodromes britanniques, identifiés mais mal évalués. Les notes d'interprétation photo enregistrent des incertitudes sur leur statut opérationnel. Les résumés de renseignements privilégiaient les cibles évidentes au détriment des installations camouflées. L'usine de Havilland fut déclassée à cause de faux dégâts simulés. La RAF Thamesford apparaissait comme une ferme marginale tout en abritant les opérations aériennes les plus secrètes de la Grande-Bretagne. Bassingbourn fut photographié à plusieurs reprises sans jamais subir le bombardement concentré que son importance stratégique justifiait. Les analystes modernes étudiant ces photographies des années 1940, avec des outils numériques et un temps illimité, repèrent aisément les tromperies. Les haies peintes ne s'alignent pas parfaitement sur les champs voisins. Les cultures interpistes paraissent parfois trop uniformes. Mais les interprètes de la Luftwaffe, entre 1940 et 1943, n'avaient ni ordinateur, ni temps illimité, seulement des stéréoscopes, la pression du rendement et des milliers de cibles potentielles à travers la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, un aérodrome ressemblant partiellement à une ferme montrant des cultures entre ses pistes et affichant la complexité visuelle de la campagne anglaise plutôt que la géométrie claire d'une base militaire semait le doute. Et dans le renseignement, le doute signifie retard. Le retard entraîne une mauvaise allocation des ressources, et la mauvaise allocation crée un avantage stratégique. La RAF ne faisait pas pousser des cultures sur ses aérodromes malgré les nécessités militaires. Elle le faisait à cause d'elles. Chaque acre de blé entre deux pistes de béton était à la fois production alimentaire, camouflage et tromperie. Chaque analyste de la Luftwaffe, qui voyait sur les photographies aériennes un paysage agricole, voyait exactement ce que les Britanniques voulaient qu'ils voient. Un paysage qui ne criait pas « bombarde-moi », mais qui exigeait vérification, qui semblait moins urgent que d'autres cibles. Ce n'était pas un attachement à la tradition agricole, c'était l'instrumentalisation du paysage même que la Grande-Bretagne cultivait depuis des siècles. Les haies qui divisaient les champs anglais depuis le Moyen Âge devinrent des tromperies peintes sur les pistes. Les cultures qui nourrissaient la nation devinrent des camouflages visuels protégeant ses infrastructures militaires. La campagne pastorale, si opposée en apparence à la guerre moderne, devint son camouflage le plus efficace. Les pilotes de reconnaissance allemands, photographiant la Grande-Bretagne depuis 25 000 pieds, voyaient un patchwork de terres agricoles en dessous. Ils avaient raison. Ils avaient aussi tort. Ce champ de blé pouvait entourer une base de bombardement active. Ce pâturage pouvait dissimuler des aires de stationnement abritant 50 avions. Ce paysage rural, si paisible vu du ciel, pouvait être précisément l'installation que leurs officiers de renseignement cherchaient désespérément à localiser. Les cultures poussaient les avions volés, et pendant des mois cruciaux en 1940 et 1941, la Luftwaffe ne pouvait pas toujours faire la différence. C'était bien là le but.